Les Gaulois auraient inventé le jambon pendant la conquête des Gaules par Jules César. En tout cas, c'est ce que l'on raconte ici, à Grand-Combe-Châteleux. Grand-Combe-Châteleux se trouve à 800 mètres d'altitude, dans les froides montagnes du Jura. Ici, on produit parmi les meilleurs jambons fumés du monde. Durant des milliers d'années, lorsqu'arrivait le froid et que la nourriture devenait rare, nos ancêtres étaient confrontés à la famine. Ils inventèrent des méthodes ingénieuses pour conserver leurs aliments et survivre aux hivers rigoureux. Il y a longtemps, il fut remarqué que la viande laissée dans un endroit sec se conservait et que si on la laissait dans un endroit enfumé, une cuisine par exemple, elle durait encore plus longtemps et avait meilleur goût. Ces méthodes pour fumer la viande furent perfectionnées au Moyen-Âge et ont très peu évolué depuis. Allez, dépêche-toi, Damien. On n'est pas là pour s'amuser, hein? Damien Fèvre est le fils de Pierre. Il représente la 4e génération à travailler dans cette entreprise familiale, dirigée par Pierre. Les Fèvres produisent 6 types de saucisses, 5 genres de jambon fumé, du jambon aux aromates, des pieds et des queues de cochon et une spécialité bien française, le fromage de tête. Ici, la seule chose du cochon qu'on n'utilise pas, c'est son cri. La journée de travail de Pierre commence par le salage des jambons. Voilà, alors je suis en train de masser le jambon avec la mixture donc, qui est composée de sel sec, d'aromates, donc des épices et des herbes, le thym, le laurier, du clou de girofle, et également un petit peu d'eau de vie de marc du Jura. Donc il faut bien masser les muscles, la couenne, essayer de faire pénétrer le plus possible le sel à l'intérieur du jambon. Cette opération, je vais la renouveler tous les jours, en retournant le jambon sans dessus dessous, et ceci pendant 3-4 semaines, selon le poids du jambon. Non, mais enfin, j'ai dit, en gros, toute la composition de la mixture. Hein. Il manque peut-être quelques petites choses que l'on garde pour nous. Les saucisses, les filets de bœuf et les jambons sont fumés à l'intérieur d'immenses cheminées. On les y laisse pendant 2 mois et lorsqu'ils sont prêts, ils se conservent pendant 2 ou 3 ans. Cette technique de conservation de la viande était connue des Babyloniens il y a déjà 4000 ans. Si on la laisse telle qu'elle, la viande pourrit. Si on y ajoute du sel et on la sèche, le procédé naturel de décomposition s'arrête. Pendant les 3 ou 4 semaines où le sel recouvre le jambon, le jus remonte à la surface et forme la saumure qui protégera la viande. Lorsqu'on fume le jambon, cela l'aide à sécher. Il se conserve ainsi plus longtemps et la fumée y ajoutera son goût bien distinctif. Au Moyen-Âge, une simple bûche se consumant lentement ou des cendres qui couvent faisait l'affaire. Pierre Fèvre, lui, fait son propre mélange de sure et de copeaux de bois. Un mélange qui vient de plusieurs pays. Sapin de Norvège, pin français, branche de genévrier. La touche finale consiste à trouver le bon équilibre entre la fumée et l'air frais de la montagne. C'est là que les tuées sont bien utiles. Ce sont des cheminées traditionnelles et parfaites pour aspirer la quantité d'air nécessaire. Le père Joseph est le plus vieil habitant du village. Il a 92 ans et est le mieux conservé de la région. Il a vécu à Grand-Combe-Châteleux toute sa vie et on dit qu'il a la plus grande cheminée du village. Le père Joseph fume toujours sa propre viande, comme il a vu ses grands-parents le faire au début du siècle. Ils faisaient leur jambon et leur charcuterie, comme le font encore les villageois. Hein? Voilà comme ça fait.
Voilà. Il y en a encore 40 au village. C'est le Grand Combe-Châteleux, c'est où il y a le plus de tuyers. Ici, il y a une boucherie charcuterie, c'est rempli de viande. Mais ici, la mienne, elle est, pour le moment, elle est vide. Voilà. Autrefois, on était 2 porcs par an, ça de la viande 8 jours, on la prend là-haut. En hiver, c'est toujours fermé, mais à Noël, on ouvre tout grand pour laisser passer le Père Noël. Voilà, je vois beaucoup d'enfants, je leur dis ça. Hein. Voilà. Voilà, c'est dans ces cheminées-là qu'on fait le fumet de la montagne. Ici, c'est familial, on fait 2 porcs par an, ça de la viande 8 jours et on la prend là-haut. Les gros jambons, 2 mois et demi avant de les consommer. Les saucisses, 8 jours. On les mettait dans des pots de grès, dans l'huile pour les conserver. Autrefois, pour avoir de la nourriture pendant tous les longs mois d'hiver, on engraissait les animaux durant l'été. On les abattait à l'automne et on fumait ensuite la viande. Nous sommes ici dans le restaurant du frère de Pierre. Rien de surprenant si on trouve une telle variété de viande fumée au menu. Et le prix, le jambon entier, 2, 3, 4 mois si vous voulez. Il suffit de... Ce soir, la pièce de résistance, c'est un craquelin comtois. C'est un plat plutôt sophistiqué, fait d'une pâte feuilletée, de champignons et d'un morceau de saucisse fumée de la région. Mais la viande en quantité suffisante était rare dans l'Europe médiévale. Beaucoup de régions dépendaient de la mer. Le chalutier norvégien Libas est en route pour la mer du Nord. Son capitaine, Kjell Runenekov, traque ses proies au sonar. Cet équipement aurait bien étonné les pêcheurs du Moyen-Âge, mais ils avaient la même ambition que Kjell, trouver les meilleurs et les plus gros harengs possibles. Le hareng que nos ancêtres appelaient le blé de la mer. Aujourd'hui, le Libas peut attraper et stocker jusqu'à 500 tonnes de hareng en un seul voyage. Depuis des siècles, les bateaux sillonnent ces eaux pêchant ce poisson qui était la nourriture de base des longs mois d'hiver. La ville de Haugesund, sur la côte occidentale norvégienne, est mentionnée dès 1217 dans la saga du poète Snorre Sturlason. De nos jours, les poèmes traditionnels sur la ville et sa richesse continuent d'inspirer les pêcheurs locaux. Voici notre ville tant aimée, face à la mer ouverte, là où les vagues chantent leurs chants. Tout au long du jour et de la nuit, dans cette mer où abonde le hareng, toute la ville se réjouit quand les prises de hareng arrivent en ville. La ville est construite sur des arêtes de hareng. Son drapeau est frappé de 3 tonneaux de hareng. Le long de la côte, les gens surveillent et écoutent le bruit du tonnelier au travail. Carlo Gunderson est le dernier tonnelier norvégien en activité. Il perpétue une tradition qui eut son apogée il y a 100 ans. À l'époque, les tonneliers de Haugesund produisaient 1 million de ces tonneaux par an. Dans chaque tonneau, on empilait jusqu'à 600 poissons, les protéines suffisantes pour une famille de 4 personnes, de novembre jusqu'au printemps. Les harengs étaient aussi bien pratiques l'été. Chaque jour maigre, chaque vendredi et pendant tout le carême, la viande était proscrite par l'Église. En Angleterre, jusqu'au milieu du XVIe siècle, on risquait toujours la pendaison pour avoir mangé de la viande le vendredi.
Ces jours-là, l'humble hareng venait égayer les repas. De nos jours, Carlo Gunderson fabrique des tonneaux qui servent pour la décoration et comme pot à fleurs. Les directives de la communauté européenne indiquent que le bois est impropre à la conservation des aliments. Mais il y a une morale à cette histoire, car pour une bonne conservation, il faut respecter les proportions de sel et de poisson. Donc les eurocrates ont décidé que les nouveaux tonneaux de plastique auraient exactement les mêmes proportions que ceux en bois d'autrefois. Haugesund a un autre produit d'exportation, plus célèbre même que ses harengs. Car c'est ici que vécut un certain Peter Morgensen, qui avait une fille très jolie. On dit qu'elle n'aimait pas vraiment le hareng, elle préféra travailler dans le cinéma. On dit que son père en conçut beaucoup d'amertume. Au Moyen-Âge, un autre poisson tout aussi important fit la fortune du port norvégien de Kristiansund. C'est la morue. Ceci est certainement la maison la plus cossue de Kristiansund. C'est la maison de la famille Lossius, des armateurs à la morue depuis plus de 240 ans. En 1691, Kristiansund reçut la royale permission de faire commerce de la morue. La compagnie Lossius utilise toujours les mêmes méthodes traditionnelles. Chaque morue est sélectionnée et lavée à la main. Les veines et les taches noires du sang sont soigneusement nettoyées. De l'avis des gourmets, cela donne meilleur goût au poisson. Après l'avoir nettoyé, le poisson est salé et disposé sur des claies de bois pour sécher. L'opération prend 2 semaines, après quoi la morue peut se conserver pendant 10 ans. Là encore, les eurocrates n'ont pas pu s'empêcher d'intervenir. L'odeur ne les gêne pas, mais à cause des reproches qu'ils font aux matériaux traditionnels, comme le bois, ils ont ordonné la fermeture des entrepôts. Cet endroit devrait donc être transformé rapidement en musée de la morue. En 1880, en une saison, les pêcheurs attrapaient 60 000 tonnes de morue en Norvège. C'est fantastique. C'est seulement ces dernières années que nous avons réussi un tel tonnage. À cette époque, ils séchaient la morue sur les flancs des collines et sur les rochers autour du port. Ils n'avaient pas de séchoir, ni de chambre froide comme les nôtres. C'était vraiment un exploit pour ces gens. Désormais, atteindre le niveau de production de 1880 est facile. Dans cette entreprise moderne, la morue fraîche est ouverte, vidée, nettoyée et salée. Ici, on traite jusqu'à 50 tonnes de poissons par jour. Chaque morue est enveloppée de son propre poids en sel. Le sel absorbe toute l'eau du poisson et finit par l'imprégner totalement. La morue est rapidement devenue un aliment universel. C'est l'aliment de base au Nigeria et au Brésil. Mais le plus gros client de la Norvège reste le Portugal. Eu sou sincero,
hoje que não quero dar-te desgosto. Au Portugal, l'essence de la vie s'exprime dans le fado. Fado signifie destin, et ces vieilles chansons font vibrer la fibre nationale. Mais quand il s'agit de faire vibrer le corps, il est parfois nécessaire de faire appel à une nourriture plus substantielle. Pega lá nele. Este pesa mais que eu. Percebes? Estás a ver? Presque chaque jour, Miquelena dos Santos Manques va acheter de la morue avec sa mère. Au Portugal, la morue s'appelle bacalhau et il en est consommé d'énormes quantités. C'est l'océan Atlantique au large des côtes portugaises qui fournissait les meilleures zones de pêche dans l'histoire de la morue. Não se engasgue. Mas tem que estar de molho por menos 2 dias. Les Portugais continuent d'appeler la morue l'ami fidèle et ils en mangent presque chaque jour. Chaque jeune fille portugaise est supposée connaître 365 recettes à base de morue avant de se marier. Une recette du XIVe siècle indique comment préparer la morue. Il faut la battre avec un maillet de bois pendant au moins 1 heure, puis la mettre à tremper dans de l'eau tiède pendant 12 heures, avant même d'avoir pensé comment la cuisiner. Tout en diluant le sel, le trempage de la morue transforme lentement la chair durcie en une chair tendre. Não, mas eles comeram no restaurante Alcobaça. Ah, pois. Cá. Você vai para aí? Dans cette recette, Miquelina ajoute de la crème, des œufs, de la moutarde, du fromage et des olives. Tout cela donne une saveur onctueuse au plat. La morue est le plat le plus traditionnel des Portugais. On en mange toujours à Noël. Sans morue, le réveillon ne serait pas le réveillon. La raison pour laquelle les Portugais ont un tel engouement pour la morue salée, c'est qu'elle a permis à leurs ancêtres de survivre pendant des siècles. Cette abondance de protéines, toujours disponible, leur permit aussi d'entreprendre de longs voyages, et ces grands explorateurs finiront par bâtir un énorme empire. Vasco de Gama put en effet compter sur la morue salée portugaise pour nourrir ses équipages lors de son voyage vers l'Inde. Et la morue permit aussi à Magellan d'accomplir le premier voyage autour du globe. Quem sabe até se é por ti, por quem eu espero. Se eu não, afinal, isso é comigo. Mesmo que penses que me convences, nada te digo. Dans les marais salants d'Aivero, à 350 km au nord de Lisbonne, les Portugais extraient le sel par évaporation depuis l'an 959. Le sel est très certainement une des substances les plus importantes de la planète. C'est l'élément de conservation clé pour beaucoup d'aliments, mais il est aussi indispensable à notre bon équilibre physique. Son importance se retrouve même dans notre langage quotidien. Le mot « salaire » correspond au mot latin « salarium ». C'était la solde allouée aux soldats romains pour justement acheter du sel. Sur nos tables, le sel de mer nous rappelle ses origines maritimes, mais il existe un autre sel qui a des origines beaucoup moins romantiques. Les mines de sel de l'Europe de l'Est étaient des endroits où vous envoyiez les soviétiques si vous aviez des rêves saugrenus concernant la chute du communisme. La mine de Wieliczka, près de Cracovie, au sud de la Pologne, est en activité depuis 700 ans.
Des siècles de travaux pénibles ont permis aux mineurs polonais d'extraire 7,5 millions de mètres cubes de sel, créant ainsi une vaste cité souterraine. La couche de sel ici est épaisse d'1 kilomètre. Elle fut formée il y a 18 millions d'années. Cette mine est un vaste labyrinthe de salles, de tunnels et de couloirs d'accès. Plus d'1 million de tonnes de sel ont été extraites de cette partie seule. On envisage aisément la précarité des conditions de travail dans un tel endroit. Il y a 300 ans, cette chapelle fut sculptée dans une salle abandonnée. Saint Antoine est le patron de ceux qui cherchent. Il n'est donc pas surprenant que les mineurs de Wieliczka, dans leur longue quête du sel, lui aient dédié cette chapelle. La première messe célébrée ici le fut en 1698. Tout ce que l'on voit ici, les statues, l'autel, les chandeliers sont sculptés dans le sel. Les mineurs devaient leur existence à ces mines, leur mort aussi parfois. Les explosions et les éboulements étaient monnaie courante. Comme une offrande pour demander la protection divine, les mineurs de Wieliczka ont aussi créé cette cathédrale. Elle est dédiée à Sainte Kinga. Le sol, le plafond, les murs, les autels, la chaire et les 2 chapelles latérales, tout est sculpté dans le sel. Les 5 chandeliers sont embellis de milliers de larmes de cristal de sel. Plus profond, une autre surprise nous attend. Sous la cathédrale, on trouve un sanatorium en pleine activité. Les murs de sel et une fontaine d'eau salée soulagent les poumons et les articulations des patients qui souffrent d'asthme et d'arthrite. Accompagnés d'un médecin et d'une infirmière qui supervisent leur traitement et les bordent pour la nuit, les malades passent plus d'1 semaine dans cette salle. Les anciennes méthodes de salaison sont toujours bien vivantes. Balducci, à Greenwich Village, dans New York, est considéré comme une des meilleures épiceries fines du monde. À peu près tout ce qui se mange de séché, fumé, salé est en vente ici. De nos jours, si nous voulons conserver les aliments, nous avons bien des méthodes. On peut mettre en conserve, congeler, mettre en bocal, voire même irradier. Mais si on continue de produire des aliments comme ceux-ci, c'est que leur saveur reste incomparable. Dans un monde qui souvent abandonne ses traditions et oublie ses savoir-faire ancestraux, la nourriture reste fidèle à son passé. Les méthodes inventées il y a bien longtemps continuent de faire le bonheur de nos tables.